tout ce que vous croyez savoir sur le front ukrainien va être radicalement remis en cause. Depuis plusieurs semaines, la guerre dans le Donbass a franchi un seuil inédit. L'offensive russe sur Pokrovsk est désormais la plus violente observée depuis le début de l'année. Chaque journée apporte son lot de rapports signalant des attaques démultipliées, une concentration de troupes rarement vue. Pourtant, au-delà de l'intensité des combats, c'est un autre chiffre qui glace le sang. Dans certains secteurs, les pertes ukrainiennes atteignent près de 500 soldats en seulement 24 heures. Imaginez le choc de voir 500 hommes fauchés en une journée sur un simple tronçon du front. Ce n'est ni une statistique froide, ni une exagération médiatique, mais le symptôme d'un effondrement structurel de la défense ukrainienne. Pour donner un ordre de grandeur, 500 hommes équivalent à la population totale d'un petit village français. Imaginez en 24 heures tout un village rayé de la carte. Pendant la Première Guerre mondiale, des pertes similaires sur un laps de temps aussi court étaient synonymes de batailles historiques, telles que Verdun ou la Somme. Aujourd'hui, ce rythme infernal s'installe dans la normalité du front ukrainien, ce qui en dit long sur la gravité de la situation. Ici, il ne s'agit pas seulement de nombres. Ce phénomène révèle un véritable basculement historique. La supériorité numérique russe, alliée à l'épuisement démographique et psychologique de l'Ukraine, est en train de redéfinir la dynamique du conflit. Ce qui semblait autrefois des forteresses défensives cède désormais semaine après semaine. Les lignes reculent, des villes considérées comme sûres deviennent soudain des zones de front. Prenons l'exemple de la ville de Bakhmout, qui, il y a à peine un an, était encore sous contrôle ukrainien et représentait un symbole de résistance. Aujourd'hui, elle est pratiquement encerclée, et sa chute a eu un effet domino sur toute la région. Les civils, eux, fuirent massivement, laissant derrière eux des paysages de désolation. Se focaliser sur les promesses d'aide occidentale ou les innovations technologiques, c'est passer à côté de l'essentiel. La Russie parie sur la force du nombre, lançant vague après vague de nouveaux combattants, parfois peu expérimentés, mais toujours plus nombreux. Face à cela, l'Ukraine se heurte à une crise de mobilisation. Chaque perte devient quasiment impossible à compenser, tant le pays manque d'hommes et de réservistes prêts à se battre. Historiquement, cette stratégie n'est pas nouvelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique avait déjà appliqué la doctrine de la masse, acceptant des pertes colossales pour épuiser l'ennemi. Plus récemment, la guerre Iran-Irak dans les années 80 avait illustré les conséquences catastrophiques d'une guerre d'attrition où la quantité prime sur la qualité. Ce rythme infernal de pertes et de retraites n'est pas le fruit du hasard. Il découle d'une logique implacable d'attrition, où l'épuisement de l'adversaire prime sur la recherche de percées éclatantes. Si rien ne change, l'Ukraine pourrait se retrouver dans l'incapacité de défendre ses positions, bouleversant non seulement l'issue de la guerre, mais aussi la stabilité de toute l'Europe. Pour illustrer ce basculement, rappelons-nous la bataille de Dien Bien Phu en 1954, où les troupes françaises, encerclées et épuisées, se sont retrouvées incapables de tenir leur ligne, précipitant la fin de la présence française en Indochine. Aujourd'hui, le front ukrainien présente des similarités troublantes, des troupes fatiguées, des lignes qui reculent et une pression constante de l'ennemi. Pourtant, ce n'est qu'une partie de l'équation. Dans un instant, vous allez découvrir un facteur rarement évoqué, qui éclaire d'un jour nouveau l'effondrement accéléré du front ukrainien. Un élément crucial, sans lequel il serait impossible de comprendre ce tournant historique et d'anticiper ses conséquences sur l'Occident. Ce facteur caché, ignoré par la plupart des analyses, explique pourquoi l'Ukraine ne parvient plus à enrayer l'avancée russe. Plongeons dans les coulisses de cette dynamique méconnue. Pour saisir la portée de ce basculement, il faut revenir quelques mois en arrière. Dès l'automne, loin des regards, un engrenage silencieux mais implacable s'est enclenché. Tandis que l'Ukraine attendait un sursaut occidental, la Russie, elle, a choisi la patience et la préparation minutieuse. Depuis la fin de l'été, le Kremlin a mobilisé des dizaines de milliers de soldats, formé de nouveaux bataillons, accumulé armes et munitions et peaufiné ses stratégies. Les forces russes ont avancé dans l'ombre, leur objectif limpide, frapper au moment opportun, sur plusieurs axes, pour briser l'équilibre fragile du front. Prenons l'exemple du redéploiement des troupes russes à l'automne dernier. Au lieu de mener une offensive précipitée, Moscou a préféré renforcer ses lignes de logistique, installer de nouveaux dépôts de munitions à proximité du front et organiser des exercices de simulation d'attaque. Cette méthode, éprouvée par l'armée rouge pendant la bataille de Stalingrad, a permis d'accumuler une supériorité matérielle et humaine avant de lancer l'assaut décisif. En face, l'Ukraine s'est enlisée dans l'attente.
Les promesses d'aide occidentale se sont multipliées, mais sur le terrain, chars et obus tardèrent à arriver, freinés par la bureaucratie, les débats politiques et parfois des hésitations croissantes parmi les alliés. Pour illustrer cette lenteur, citons l'exemple du fameux char Abrams américain, dont la livraison a été retardée de plusieurs mois, en raison de débats internes au Congrès des États-Unis. Sur le terrain, l'impact fut immédiat. Les unités ukrainiennes, dépourvues de blindés modernes, ont été contraintes de reculer face aux assauts russes soutenus par l'artillerie lourde. Cette lenteur a eu des conséquences dramatiques. L'armée ukrainienne, épuisée par des mois d'efforts, a vu ses réserves s'amenuiser. Les effectifs se sont raréfiés, le moral s'est effrité sous le poids de la fatigue et du doute, et la confiance envers l'Ouest s'est lentement érodée. Face à cette fragilité, la Russie n'a rien laissé au hasard. Elle a consolidé ses lignes, recruté et formé de nouvelles troupes, multiplié les opérations de déstabilisation. L'avantage technologique promis par l'Occident n'a pas suffi à compenser le déficit numérique ukrainien. Peu à peu, le rapport de force a basculé en faveur de Moscou. Sur le terrain, cela s'est traduit par la perte progressive de localités stratégiques comme Avdiivka et Marinka, des bastions réputés imprenables il y a encore quelques mois. Les Ukrainiens, manquant de munitions et de relève, ont dû abandonner ces positions, ouvrant ainsi la voie à des percées russes dans la profondeur du dispositif. Négliger cette montée en puissance progressive, c'est manquer l'essentiel. Chaque décision prise, chaque renoncement ou retard de ces derniers mois a pavé la voie à l'impasse actuelle. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une série de choix stratégiques gagnés par la Russie et perdus par l'Ukraine. Aujourd'hui, la ligne de front s'est figée dans une guerre d'usure où chaque mètre conquis ou abandonné se paie au prix fort. L'Ukraine fait face à un adversaire qui exploite la moindre hésitation, la moindre faille et transforme son avantage en arme d'attrition. Pourtant, tout peut encore basculer autour de Pokrovsk. Une offensive massive, déployée sur plusieurs fronts à la fois, menace de faire céder les dernières défenses ukrainiennes et de bouleverser l'équilibre du conflit. Ce point de rupture n'est pas qu'un enjeu militaire. Il révèle aussi la fragilité des alliances et pose une question cruciale pour l'avenir de l'Europe. La guerre du Donbass n'est plus une simple question de blindés. Elle est devenue un affrontement d'hommes, de volonté et de calculs impitoyables. Sur cette ligne de front, la Russie frappe sans faiblir. Elle envoie vague après vague de soldats. Peu formés, souvent envoyés de force, mais toujours en surnombre. Pour les défenseurs ukrainiens, chaque jour devient une lutte contre l'épuisement. Cette pression constante fragilise peu à peu les positions, même les mieux retranchées. Pour illustrer la pression subie au quotidien par les troupes ukrainiennes, rappelons le témoignage d'un soldat de la 25e brigade, qui confiait récemment à une chaîne de télévision que les rotations étaient quasiment impossibles, faute de réservistes. Il racontait comment sa compagnie, initialement forte de 120 hommes, avait été réduite à moins de 50 combattants en quelques semaines, contraints de tenir leur position sans relève. En face, l'Ukraine se heurte à une limite tragique. Les pertes humaines s'empilent à un rythme que le pays ne parvient plus à compenser. Chaque soldat tombé est un trou béant dans les rangs impossible à combler. La réserve humaine ukrainienne est presque à sec. Les campagnes de mobilisation peinent à recruter. Et ceux qui arrivent manquent d'expérience, parfois même de conviction. Pour donner une idée de l'ampleur du problème, il suffit de regarder les chiffres de la conscription. Dans certaines régions de l'ouest ukrainien, moins de 10% des personnes convoquées répondent à l'appel. Beaucoup préfèrent s'exiler vers la Pologne ou la Hongrie, fuyant une guerre dont ils ne voyant plus l'issue. Cette usure se lit dans les regards, dans les gestes. La lassitude s'installe, la confiance vacille. Certains choisissent de fuir, d'autres refusent d'obéir. Ce n'est plus la peur brute, c'est une logique froide, presque mathématique. Pourquoi rester, pourquoi mourir pour une cause que l'on sent déjà perdue ? La Russie, elle, accepte la perte de dizaines, voire de centaines d'hommes pour avancer d'une poignée de mètres. Mais sa réserve démographique reste supérieure à celle de l'Ukraine. Moscou peut reconstituer ses rangs encore et encore. La société russe, endurcie par la propagande et l'habitude, encaisse mieux le choc des deuils répétés. La conséquence est implacable, un déséquilibre s'installe. Les gains russes endolés sont lents mais constants. Les lignes ukrainiennes reculent, parfois de quelques centaines de mètres, parfois de plusieurs kilomètres. Des villes jusqu'alors épargnées deviennent vulnérables, puis menacées, parfois encerclées. À chaque repli, la défense s'effrite et l'idée d'un effondrement total n'est plus un tabou dans les états-majors. L'enjeu est existentiel. Si cette spirale se poursuit, l'Ukraine risque de perdre toute capacité de résistance organisée.
Ce serait un séisme pour l'Europe dont les répercussions politiques et humaines résonneraient pendant des décennies. Mais ce n'est pas qu'une question de troupes ou de territoire. L'Ukraine doit aussi faire face à un autre front, invisible mais tout aussi décisif. Car derrière les lignes, une bataille d'information et de volonté se joue chaque jour. La guerre de l'information est un champ de bataille en soi. Les Russes, forts d'une longue expérience en désinformation, inondent les réseaux sociaux de messages visant à démoraliser la population ukrainienne et à semer le doute dans les opinions publiques occidentales. En retour, l'Ukraine tente de mobiliser ses citoyens par des campagnes de communication patriotiques, mais la lassitude gagne du terrain. Ce qui se joue aujourd'hui sur le sol ukrainien résonnera bientôt dans chacune des capitales du globe. La dynamique du front n'influe plus seulement sur la carte militaire, elle bouleverse déjà l'équilibre géopolitique de l'Europe, et bien au-delà. L'Ukraine, désormais vidée d'une grande partie de ses forces, affronte une réalité implacable. L'effondrement de sa démographie militaire, l'usure de ses soldats, la raréfaction des munitions, tout converge vers un point de rupture. Les dirigeants ukrainiens, conscients que la victoire militaire s'éloigne, osent enfin envisager l'indicible, négocier. Jadis tabou, l'idée d'un compromis s'infiltre, discrètement mais sûrement, dans les coulisses du pouvoir. Sur le terrain, aucune autre issue ne paraît tenable. À l'ouest, la prise de conscience s'accélère. Les promesses d'armes sophistiquées, l'afflux d'aides massives, tout cela ne suffit plus. Les capitales européennes et américaines, jusqu'alors galvanisées par l'espoir d'une reconquête, ajustent leur discours. De l'optimisme guerrier, elles glissent vers la gestion du risque, la préparation d'une paix imparfaite. Les leaders préparent en silence leurs opinions publiques à accepter l'inacceptable, une paix dictée, loin des objectifs initiaux. Pour illustrer ce changement de cap, rappelons les déclarations récentes d'Emmanuel Macron qui évoquent désormais la nécessité d'ouvrir un dialogue avec la Russie, alors que l'unité initiale de l'Union européenne commence à se fissurer sous la pression des réalités économiques et sociales. La Russie, elle, s'impose comme l'acteur principal de ce nouvel acte. Elle a encaissé les sanctions, mobilisé ses ressources et désormais dicte ses conditions, tant sur le terrain qu'à la table diplomatique. Moscou ne veut plus négocier en position de faiblesse. Ce basculement est crucial. La Russie ne subit plus l'ordre international, elle le façonne selon ses intérêts. L'Europe observe, inquiète, en proie à une panique silencieuse. Les coûts économiques montent en flèche, l'incertitude sécuritaire s'installe, la pression migratoire s'intensifie. Face à l'échec de la politique anti-russe, certains gouvernements murmurent l'idée d'une normalisation progressive avec Moscou. Les débats internes, longtemps étouffés, éclatent au grand jour. Faut-il poursuivre la confrontation ou accepter un rééquilibrage douloureux? À l'échelle mondiale, l'ordre international mue inexorablement. Le déclin de l'hégémonie américaine s'additionne à l'émergence d'un monde multipolaire. La Russie s'impose comme un pôle majeur, aux côtés de la Chine, de l'Inde et d'autres puissances régionales. Les alliances se redessinent, les certitudes vacillent. Pour l'Occident, c'est l'heure d'une introspection brutale. Comment préserver influence et sécurité dans ce nouvel échiquier? Ne pas anticiper ces mutations, c'est risquer de condamner toute une génération à la perte d'influence, de stabilité et de sécurité. Mais c'est aussi rater l'occasion de repenser nos fondations stratégiques et notre place dans un monde en pleine recomposition. Le prochain mouvement, qu'il vienne de Kiev, de Moscou ou de Washington, marquera la trajectoire des décennies à venir. Les regards du monde entier convergent, suspendus à l'issue d'une crise dont nul ne peut prévoir toutes les conséquences. Face à un bouleversement d'une telle ampleur, que pouvons-nous réellement faire, seuls ou ensemble? Cette interrogation dérange, mais il serait dangereux de l'éviter. Se réfugier dans le déni ou attendre un miracle extérieur ne ferait que retarder l'inévitable. La première étape, c'est d'accepter la brutalité du réel, sans phare ni illusion. Il est urgent de repenser nos politiques et nos réflexes. S'en remettre uniquement à la technologie ou à une aide venue, d'ailleurs, ne suffit plus. Désormais, la démographie et la résilience psychologique pèsent autant que les drones ou les munitions. Investir dans la cohésion sociale, l'éducation civique et la préparation mentale devient une nécessité stratégique. Prenons un exemple concret. Dans les pays scandinaves, la résilience de la population s'est forgée à travers des programmes d'éducation civique et de préparation aux crises, inculquant aux citoyens la capacité d'anticiper et de réagir collectivement. L'Europe de l'Ouest gagnerait à s'inspirer de ces modèles pour préparer ses populations à affronter l'instabilité croissante. Pour l'Europe, ça dit et
S'adapter, c'est anticiper l'arrivée de nouveaux flux migratoires, accepter une volatilité économique persistante et se préparer à des basculements soudains dans les rapports de force. Les sociétés qui fermeront les yeux sur ces réalités risquent la fragmentation et la montée des extrêmes. Celles qui s'y prépareront y pourront renforcer leur stabilité et leur poids sur la scène mondiale. À l'échelle individuelle comme collective, il faut apprendre à décrypter les signaux faibles, ces indices diffus qui, mis bout à bout, annoncent un basculement d'air. Refuser de les voir, c'est s'exposer à être balayé par la prochaine crise, qu'il s'agisse d'une vague migratoire, d'une rupture énergétique ou d'un choc militaire. Pour illustrer l'importance d'anticiper, rappelons la crise énergétique de l'hiver 2022, provoquée par la réduction des livraisons de gaz russe. Les pays qui avaient diversifié leurs approvisionnements, comme l'Espagne ou le Portugal, ont mieux résisté au choc que ceux restés dépendants, à l'image de l'Allemagne. Ce précédent doit servir de leçon pour les défis à venir. Ignorer ces enjeux, c'est risquer bien plus que quelques points de croissance. C'est l'érosion de la souveraineté, de la sécurité et de la prospérité. Le moment d'agir, d'apprendre et d'anticiper n'a jamais été aussi crucial. Ceux qui sauront s'adapter aujourd'hui ne subiront pas le monde de demain. Ils le façonneront. Mais comment transformer cette prise de conscience en action concrète? C'est là que tout se joue, à tous les niveaux de la société. Premièrement, il convient de renforcer la coopération européenne en matière de défense. Cela passe non seulement par l'augmentation des budgets militaires, mais aussi par la mutualisation des ressources et le développement de capacités industrielles communes, à l'instar du programme d'avions de combat franco-allemand. Deuxièmement, il faut investir massivement dans l'innovation et la formation. La guerre en Ukraine a démontré l'importance des technologies de pointe, comme les drones et l'intelligence artificielle. Mais sans main-d'œuvre qualifiée et sans culture de l'adaptation, ces outils resteront sous-exploités. Troisièmement, il est essentiel de restaurer la confiance entre gouvernants et citoyens. Cela implique une transparence accrue sur les choix stratégiques et une pédagogie adaptée pour expliquer les enjeux complexes. En Suède, par exemple, des campagnes d'information ont permis de préparer la population à d'éventuelles cyberattaques ou coupures de courant. Pourquoi ne pas s'en inspirer? Quatrièmement, il est temps de repenser la gestion des flux migratoires. L'accueil massif de réfugiés ukrainiens a montré autant la générosité que les limites des sociétés européennes. Des politiques d'intégration plus ambitieuses, associées à un accompagnement psychologique, permettront de transformer ces crises en opportunités. Enfin, à l'échelle individuelle, chacun peut renforcer sa résilience, s'informer auprès de sources fiables, développer des compétences nouvelles, participer à des réseaux de solidarité. L'avenir appartient à ceux qui refusent de la passivité, à l'image des bénévoles qui, depuis 2 ans, organisent des collectes de vivres et de matériel pour les populations sinistrées d'Ukraine. Maintenant que vous avez entrevu la réalité, quelle place choisirez-vous dans cet ordre qui se redessine? L'offensive russe dans le Donbass n'est pas seulement une bataille armée, c'est un séisme existentiel. Voir l'Ukraine pliée sous le poids d'une guerre d'usure, c'est assister à un basculement historique qui dépasse les tranchées. Ici, la supériorité du nombre et la ténacité l'emportent là où la technologie et les promesses occidentales révèlent leurs failles. Fermer les yeux face à ces bouleversements revient à abandonner toute prise sur l'avenir. La chute de l'Ukraine signifierait un nouvel effondrement de la stabilité européenne, un affaiblissement de la crédibilité occidentale. Le confort d'une indignation virtuelle ou d'un soutien lointain ne suffira pas à enrayer la marche du réel. Vous n'êtes pas de simples spectateurs. Chacun doit choisir. Subir ou comprendre, détourner le regard ou s'engager. L'avenir ne se façonne pas dans la passivité, mais dans l'action lucide, dans la volonté d'affronter la complexité et de refuser l'indifférence. Les choix posés aujourd'hui marqueront les décennies à venir. À ce carrefour, resterez-vous des observateurs silencieux ou prendrez-vous part à la réflexion collective qui déterminera l'Europe de demain? L'histoire se joue maintenant, et la responsabilité de chaque citoyen, à quelque échelle que ce soit, n'a jamais été aussi grande. La question n'est plus de savoir si le monde va changer, mais comment nous allons, tous ensemble, y réagir et peut-être y survivre avec dignité.